La Côte d'Ivoire fait partie des 50 pays les plus corrompus au monde. Le secrétariat national à la gouvernance veut impliquer la société civile et les médias dans la lutte contre la corruption pour inverser la tendance. Un séminaire s'est ouvert hier au Golf Hotel. Un salon international de la défense et de la sécurité intérieure a ouvert ses portes hier à Abidjan. Les ministres en charge de la sécurité de plusieurs pays échangent sur l'utilisation des nouvelles technologies pour lutter contre les trafics humains. La Côte d'Ivoire possède plus de 13 millions de migrants. Selon le rapport annuel d'Amnesty International, le droit des réfugiés et des migrants et des personnes déplacées doit être respecté. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre journal. La BAD et ses partenaires discutent depuis lundi au Maroc de l'avenir de l'Afrique. Les assemblées annuelles de la BAD ont débuté sous le thème « Transformation structurelle de l'Afrique ». Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui conduit une forte délégation, a animé un panel hier sur le thème « Transformation économique par l'agriculture et les ressources naturelles ». Les explications de notre envoyé spécial à Marrakech, Alvarassa. À l'aide des congrès de Marrakech au Maroc, il est 8h ce lundi 27 mai, la cour grouille de monde. Environ 2500 délégués de 78 pays membres de la BAD, la Banque africaine de développement, sont présents à cette 48e assemblée annuelle de la BAD et à la 39e assemblée annuelle du Fonds africain de développement FAD. Parmi ces participants, des ministres des Finances, des gouverneurs des banques centrales, des représentants d'institutions multilatérales de financement, d'agences de développement et d'organisations non gouvernementales ONG, ainsi que des chefs d'entreprise. À ces assises, il est attendu des propositions concrètes susceptibles de faciliter l'émergence de l'Afrique. Parce que selon les panélistes, les ressources existent en Afrique. Il faut seulement investir massivement dans tout ce qui peut favoriser un changement structurel propice à la croissance. Et en la matière, le secteur des technologies de l'information et de la communication a un rôle important à jouer. Des séminaires de haut niveau portant sur les secteurs comme les infrastructures routières, l'énergie, le capital humain, l'agriculture, l'industrie et le secteur des technologies de l'information et de la communication sont à l'ordre du jour. Le retour de la BAD à son siège initial à Abidjan sera également évoqué au cours de ces assises. C'est un commentaire d'Eman Namien. Sachez qu'en marge des assises de la BAD, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a eu une séance de travail avec le directeur général d'Ecobank, Thierry Tano. Ils ont parlé de la contribution de la banque dans le développement de la Côte d'Ivoire. Daniel Kablan-Duncan s'est aussi prononcé sur le retour de la BAD en Côte d'Ivoire. Effectivement, la BAD va revenir à Abidjan. Il y a à peu près 500 personnes qui vont revenir d'ici décembre et le reste en 2014, a déclaré le chef du gouvernement ivoirien. Des journalistes de 8 pays de l'UEMOA, une quarantaine en tout, sont rentrés dans les secrets de la BCEAO. Ils ont été formés pendant 3 jours au siège de la BCEAO à Dakar sur les mécanismes de fonctionnement de l'institution d'émission de l'Union pour mieux traiter les questions de gestion monétaire. Adama Kone était de la partie, son compte rendu. Politique monétaire, stabilité des prix, financement des économies, gestion des réserves de change. 40 journalistes de l'UEMOA sont allés se formater aux différentes activités de la BCEAO. En dehors de la salle, cette formation, des hommes de médias se justifient d'une capitale à l'autre. On est les voisins, ouais, mais franchement, je ne sais pas ce qui se passe réellement à la BCEAO. Je ne connais rien sur la BCEAO. Et en plus, ça ne m'intéresse pas. Je n'ai aucune idée de comment fonctionne la BCEAO. Sinon, je connais la BCEAO, mais je ne sais pas comment elle fonctionne. Ce que je sais pour la BCEAO, c'est que c'est une banque ouest-africaine d'abord qui se charge de produire la monnaie qui est utilisée par les pays qui sont membres de la CEDEAO. On nous a juste dit ce que ça fait en général, mais dans les petits détails, non. Les responsables de la BCEAO ont donc voulu outiller les journalistes économiques pour leur donner le coffre nécessaire dans le traitement des informations liées au fonctionnement et aux missions de la Banque centrale. Il est évident que pour être pertinent et crédible dans les réponses aux attentes du grand public, dans les domaines qui relèvent de l'action de la Banque centrale, les professionnels des médias ont besoin de bien plus que de leur talent. Pour faire savoir, il leur faut toujours allier savoir-faire et connaissance précise du domaine auquel ils s'attaquent. En effet, en cette ère où s'accélère la mondialisation de l'économie et la globalisation de l'information, en lien avec les technologies de l'information et de la communication,
Il importe de mesurer le danger des approximations et des contre-vérités qui pourraient être véhiculées dans les médias. Après 3 jours au Centre ouest-africain de formation et d'études bancaires de Dakar, les journalistes apprécient les connaissances acquises. En quittant Cotonou pour Dakar, pour repartir, j'ai eu un plus. Ça nous a permis d'apprendre beaucoup de choses sur la mission, le fonctionnement de la Banque centrale. Nous aussi, étant des médiums, des interfaces avec la population, nous saurons éviter les a priori, les appréhensions à chaque fois qu'il s'agira de traiter l'information concernant la BCEAO. Au regard de ces avis, ces journalistes sont désormais à même de saisir la technicité du mécanisme de la BCEAO et de constituer des relais efficaces de l'information bancaire auprès des populations. Le réseau des autorités centrales et des procureurs de l'Afrique de l'Ouest a tenu hier sa première réunion officielle ici en Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur les crimes à caractère transnational, notamment le trafic de drogue, le trafic de médicaments contrefaits et de migrants et la traite des personnes. Chaque pays a fait part de son expérience en la matière. Le reportage de Maïsako. Servant de lieu de transit et de destination pour différents types de produits illicites, l'Afrique de l'Ouest est au cœur des routes utilisées par les groupes criminels pour le trafic de drogue et des personnes. À cela s'ajoute le trafic d'espèces sauvages, le blanchiment d'argent et les crimes en bande commis en mer. La réunion des membres du réseau des autorités centrales et des procureurs d'Afrique de l'Ouest entend trouver, à travers des échanges d'expériences, des solutions à ces problèmes. Le but, c'est d'améliorer l'entraide judiciaire entre les pays d'Afrique de l'Ouest, donc les pays de la CEDEAO et la Mauritanie. Le but ultime, c'est bien d'opposer un réseau au réseau criminel et que les frontières ne soient pas un obstacle à la recherche des preuves, à l'arrestation des criminels et à la saisie des avoirs criminels. Les trafics transnationaux de produits illicites causent d'énormes pertes aux États de l'Afrique de l'Ouest. Le trafic de drogue en Afrique, c'est plus de 3 milliards de dollars de pertes pour nos États et donc de gains pour les trafiquants. La rencontre devrait à terme permettre, entre autres, d'établir un espace ouest-africain sécurisé, de fournir des informations juridiques et promouvoir une meilleure compréhension de l'application des instruments juridiques internationaux aux autorités centrales, procureurs et juges des pays de l'Afrique de l'Ouest. La Côte d'Ivoire est parmi les 50 pays les plus corrompus au monde. Pour changer la donne, le secrétariat national à la gouvernance veut impliquer la société civile et les médias dans la lutte contre la corruption. Il initie un séminaire depuis hier. Surveiller et rapporter la corruption, outils et méthodes participatives pour les organisations de la société civile et les médias. Tel est le thème de cette rencontre à laquelle a pris part pour vous, Alexis Ouedraogo. Le permis d'inhumer, un document administratif simple à délivrer, mais précieux aux yeux des parents d'un défunt. En Côte d'Ivoire, c'est très souvent que sa délivrance est conditionnée par un petit geste pour encourager l'agent de mairie. La corruption dans le pays ne respecte même plus le caractère sacré de la mort. Notre pays fait encore partie des 50 pays les plus corrompus au monde. Pire, aucun secteur d'activité n'est épargné par le fléau. Le directeur pays du PNUD l'a signifié. Dans un pays en voie de développement, la corruption représente plusieurs milliards de francs CFA de perdus et surtout un détournement important de ressources rares. La corruption engendre le gaspillage des ressources publiques, la baisse de la croissance, l'augmentation du coût des transactions, la baisse de la qualité des services publics et donc l'inefficacité de l'administration publique et la perte de la crédibilité de nos institutions. Il n'y aura pas d'émergence en Côte d'Ivoire sans bonne gouvernance. Il n'y aura pas d'émergence sans transparence. Il n'y aura pas d'émergence sans reddition de comptes, sans contrôle. Et il n'y aura pas d'émergence sans un mécanisme efficace de sanction des faits de corruption. Conscient de cet état de fait et des difficultés à pénétrer la masse, la lutte contre la corruption se fait de nouveaux alliés, journalistes et société civile. Nous avons besoin d'outils et de méthodes pour dénoncer la corruption, pour aider le gouvernement à participer à la lutte efficace contre la corruption. Il faut que le gouvernement affiche effectivement sa volonté politique. Il ne faudrait pas que ce soit une situation du genre parce que les bailleurs de fonds justement font pression que le gouvernement fera semblant justement de les associer. Non.
Cette rencontre marque le début d'une série d'activités que le SNGRC et ses partenaires entendent organiser pour armer le citoyen à l'exercice de son contrôle pour la lutte contre la corruption. Soulignons que des lois anticorruption ont déjà été adoptées par le gouvernement. D'autres sont encore en attente sur la table des députés. Et je précise que ce séminaire prend fin aujourd'hui. Il est organisé dans le cadre des efforts du gouvernement visant à mobiliser la société civile autour du renforcement de la transparence. L'actualité économique est aussi marquée par l'ouverture lundi de la deuxième session de la plateforme partenariat public-privé. Pendant 72 heures, les priorités des 6 prochains mois seront définies ou sont en train d'être définies à San Pedro. Les explications de notre envoyé spécial dans la cité balnéaire, Noël Niayo. San Pedro, capitale du sud-ouest, deuxième ville portuaire de la Côte d'Ivoire, premier port exportateur de cacao au monde, concentre pour 72 heures la plateforme de partenariat public-privé. Responsable du secteur public, gouvernement, institutions nationales, chocolatiers, exportateurs, producteurs, membres de la société civile pour la deuxième session après celle d'octobre 2012. Il s'agit de faire l'évaluation des actions de la plateforme, capitaliser les acquis, voir comment les consolider, identifier les facteurs bloquants, rechercher les pistes de solutions. Tout cela en vue de réhabiliter et moderniser le secteur café-cacao, promouvoir sa durabilité en mutualisant et optimisant les ressources. Parce que secteur spécifique nécessitant une démarche singulière. C'est un résultat très positif pour ce qui concerne la filière café-cacao d'avoir cette plateforme-là. Et à partir de l'expérience positive de la filière café-cacao, on verra dans quelle mesure ce partenariat public-privé peut être élargi aux autres filières pour que, ensemble, l'État et les privés puissent mettre en place un programme de développement durable. Partenaires techniques et producteurs attendent de cette deuxième rencontre une meilleure organisation de l'exploitation des acquis et la mise en place des moyens d'identification des producteurs. Nous leur demandons de faire en sorte que le programme prévu soit exécuté pour que les producteurs gagnent et qu'ils prennent en compte aussi dans ce programme le recensement des producteurs parce que cela répond aussi sur la durabilité. Il faut connaître les acteurs de la filière café-cacao. Je constate que beaucoup de choses ont été déjà réalisées par le secrétariat technique, qui est vraiment une bonne chose. Je constate aussi qu'il y a la volonté de coopération entre le secteur public et privé. Pour que moi j'aimerais voir, c'est comment les recommandations des groupes thématiques remontent au niveau de la plénière pour que nous prenions les leçons pour modifier la politique en matière de café-cacao. La plateforme de partenariat public-privé de la filière café-cacao a été mise en place en mai 2012. Elle est à sa deuxième session avec 27 projets réalisés, 118 en cours d'élaboration pour un coût d'environ 60 milliards de francs CFA. La solidarité est une valeur très importante à prendre en compte dans la culture de l'entreprise. C'est ce qu'affirment les managers ivoiriens. Pour eux, les entreprises ivoiriennes peuvent être plus performantes si elles intègrent cette valeur. Et ils l'ont expliqué aux jeunes étudiants en marketing intéressés par l'entrepreneuriat. Le reportage de Victorine Yaoulioboui. Ils sont de plus en plus nombreux, les jeunes qui ont compris que l'entrepreneuriat est le moyen le plus sûr pour éviter le chômage. Ils l'ont si bien compris qu'ils n'ont pas attendu d'être sur le marché du travail pour apprendre des aînés. Ces étudiants en master en gestion d'entreprise ou en marketing ont décidé d'organiser un sommet qui leur permette de côtoyer des managers d'entreprise. Le conférencier de l'édition 2013 est Nadin Kouadio, directeur de cabinet du président du Conseil économique et social, Marcel Zadikessi. Pour lui, les entreprises ivoiriennes et africaines en général deviendront performantes quand les managers africains sauront concilier la gestion moderne et la culture africaine. Une entreprise ne vit que par les acteurs qui sont les hommes. Ces hommes sont
par une culture. Et vous ne pourriez pas les amener à produire, à exceller dans une activité humaine s'ils ne se retrouvent pas. Il faut que les valeurs qui sont les leurs soient intégrées dans la gestion donc, de l'activité. Cette expérience est vécue par les entreprises que le président Marcel Zadikessi a dirigées, qui ont expérimenté l'intégration ou la prise en compte de nos valeurs africaines dans la conduite des affaires. Et ça montre qu'on n'a pas des résultats bons que les autres. Les managers en devenir comptent s'inspirer de cet exemple. Le succès n'est pas une chose qui est fortuite, c'est une chose qui ne s'apprend qu'auprès de ceux qui ont réussi. Pour nous, des exemples tels que M. Bernardin Kouadio, nous devons nous en servir, n'est-ce pas, pour préparer nos carrières futures de managers africains. Moi et mes amis qui faisons partie de ce club, nous sommes au stade de club et nous allons passer à un stade d'entreprise pour pouvoir mettre en pratique tout ce que nous avons appris aujourd'hui. Bernardin Kouadio encourage par ailleurs le gouvernement, ensuite les fondateurs d'écoles, à préparer les jeunes à l'entrepreneuriat. Cela est possible si l'enseignement en Côte d'Ivoire s'adapte à cette exigence de l'emploi. Les TIC seront désormais un allié incontournable pour améliorer la sécurité en Côte d'Ivoire. Les nouvelles technologies de l'information sont au cœur du Salon international de la défense et de la sécurité intérieure qui a ouvert ses portes hier à Abidjan. Les ministres en charge de la sécurité de plusieurs pays sont présents. Les explications de Lassina Ouattara. Intercepter les communications de terroristes, pister des bandits par la vidéosurveillance, localiser des véhicules volés à l'aide de GPS, identifier des bandits grâce aux traces ADN laissées sur un lieu de braquage ou encore récupérer les données d'un disque dur d'un cybercriminel sont autant de possibilités qu'offrent les technologies dans la lutte contre l'insécurité. Le Salon international de la défense de la sécurité, Africa Shield, ouvert pour 3 jours à Abidjan, se veut un espace de rencontre de professionnels. C'est le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, représentant le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, qui a ouvert le salon. Il a situé les enjeux de cette rencontre d'experts venus d'Europe, d'Asie, d'Amérique et d'Afrique. Outre les questions de sécurité des États et du rôle des nouvelles technologies dans le succès des enquêtes de police, le salon se propose de traiter de la question cruciale de la sécurité des individus, avec la problématique de la traite d'êtres humains, qui est devenue aujourd'hui un fléau des temps modernes. Ahmed Bakayoko n'a pas manqué de revenir sur la politique ambitieuse de sécurité appliquée par l'État ivoirien. La situation s'améliore. Aujourd'hui, grâce à un système de vidéosurveillance au niveau de la ville d'Abidjan, nous avons réussi à donner plus de liberté aux populations et garantir dans de meilleures conditions leur sécurité. À cet espace d'échange sur la thématique du trafic des êtres humains, plusieurs ministres et personnalités en charge de la sécurité, notamment du Togo, du Burkina Faso, du Mali, du Libéria et du Gabon. La visite des exposants de Côte d'Ivoire et ceux venus de l'étranger a permis de voir les innovations en termes d'équipement et d'infrastructures technologiques. Vous le savez certainement, les parlementaires ivoiriens ont adopté hier un projet de loi sur la gestion des parcs nationaux et des réserves. Et cela fait suite à un constat, tous les parcs nationaux et réserves naturelles du pays ne sont pas délimités, ce qui constitue un véritable danger pour la préservation de ces aires protégées. Les précisions de Victorine Yaouyoboué. Les parlementaires se sont félicités de l'intérêt de l'État pour la protection et la préservation des parcs nationaux et réserves naturelles du pays. C'est donc à la quasi-unanimité qu'ils ont adopté le projet de loi modificatif de la loi de 2002 qui autorise le gouvernement à délimiter ces aires protégées. Cette délimitation devait se faire depuis 2002, mais elle a été impossible à cause de la crise. Et ce temps de carence a eu de graves conséquences sur ces parcs et réserves de Côte d'Ivoire. C'est le cas du parc national de la Comoé, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, déclaré aujourd'hui patrimoine en péril. C'est aussi le cas pour le parc national du Mont Péco. Et justement, les députés ont voulu savoir l'impact de l'occupation d'Amadé Ourémi sur ce parc. Nous nous sommes tous réjouis du fait que le sieur Amadé Ourémi ait été mis aux arrêts. Et concernant donc le Mont Péco, il y a une équipe qui est partie il y a quelques jours pour aller faire un état de lieu. Une fois qu'on aura fait donc ce diagnostic, en ce moment-là, bien entendu, les mesures correctives vont être prises. Le caractère relativement récent des activités qui ont été menées
nous conduisent à rassurer, mesdames et messieurs les députés, à dire que si plantation il y a eu, elles seront détruites. Toute autre activité qui a déjà été commencée, toutes ces activités-là seront arrêtées immédiatement. Concernant la surveillance de ces aires protégées, le ministre Lakwadio donne le ratio d'un agent des eaux et forêts pour 5000 hectares. Pour combler cette insuffisance, le ministre de l'Environnement invite chaque citoyen à être un défenseur de l'environnement. Intéressons-nous maintenant au rapport annuel d'Amnesty International. Il est intitulé « Respectons les droits des réfugiés, des migrants et des personnes déplacées ». Et vous le savez, la Côte d'Ivoire est un pays d'émigration depuis 1988 et compte près de 13 millions de migrants. On en parle avec Patricia Omouetia. 5 ans après son indépendance, la Côte d'Ivoire comptait déjà environ 700 000 étrangers. Les plus importants sont les migrants des pays limitrophes que sont le Burkina Faso, la Guinée et le Mali. Vous voyez, tout le monde ne peut pas être pareil. Même au Mali, en France, tout le monde ne peut pas être pareil. Il y a des bons, il y a des mauvais partout. Il y a des hauts et des bas. Il y a des moments où on a des difficultés. Il y a des moments où aussi tout va bien. En Côte d'Ivoire, je suis tranquille ici, puis ici on laisse. Et puis derrière, ça marche aussi, quoi, ça pousse. Et pourtant, pour Amnesty International, les droits fondamentaux d'un grand nombre de migrants, environ 214 millions de par le monde, ne sont pas protégés. Pour la question migratoire, on sait que la Côte d'Ivoire a autour de 25 à 30% de personnes migrantes, mais la Côte d'Ivoire est l'un des pays qui offre plus de possibilités pour les personnes étrangères qui vivent sur son territoire, plus de possibilités en termes de liberté d'expression, en termes de liberté de travail. Et donc nous sommes quand même l'un des pays qui peut être cité en exemple. L'intitulé du rapport annuel 2013 l'indique clairement. Respectons les droits des réfugiés, des migrants et des personnes déplacées. Le rapport de l'année dernière parlait aussi des déplacés suite à la crise post-électorale. Environ 60 000 sont encore au Libéria. Il y a environ 15 000 entre le Ghana et le Togo. Et donc sur cette question des déplacés et des réfugiés, il y a encore beaucoup à faire. Le rapport annuel de Amnesty International a également recensé des restrictions spécifiques à la liberté d'expression dans environ 101 pays et des cas de torture et de mauvais traitements dans 112 pays. Le programme national de cohésion sociale cherche des financements pour l'exécution de son plan d'action. La directrice de ce programme a rencontré ce matin le bureau régional des Nations Unies en Côte d'Ivoire. On en parle avec Fatou Fofana. Qu'est-ce que le programme national de cohésion sociale ? Quelles en sont les priorités et quelle différence entre cette nouvelle institution et la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation ? Les réponses à ces questions fondamentales ont été données par le professeur Mariatou Kone. La directrice coordonnatrice du programme national de cohésion sociale était l'invitée du bureau régional des Nations Unies en Côte d'Ivoire. Le 15 février 2012, le programme a été adopté en Conseil des ministres avec pour principal objectif réconcilier les Ivoiriens, consolider la paix et contribuer à la cohésion sociale. Il est calé sur le plan national de développement 2012-2015 dans le résultat stratégique numéro 1. Ça veut dire que c'est la priorité numéro 1 du gouvernement ivoirien qui est que les populations vivent en harmonie dans une société sécurisée dans laquelle la bonne gouvernance est assurée. La directrice régionale du secteur Abidjan de l'ONUCI, Daniela Lupas, a présidé la rencontre. Elle se dit satisfaite des orientations et des priorités que se donne le programme national de cohésion sociale. Cette rencontre, la première du genre, s'inscrit également dans le cadre de la recherche de financement pour la mise en œuvre du plan d'action du programme national de cohésion sociale. Au sortir de cette première réunion, les responsables du programme national de cohésion sociale se disent confiants quant au financement attendu du système des Nations Unies pour un démarrage effectif des activités du programme sur le terrain. Objectif commun des deux institutions, atteindre la cohésion sociale et l'unité dans le pays. Un mot de réconciliation. Les fils et filles de Koria, village de la sous-préfecture de Koumfao, se sont retrouvés ici à Abidjan pour parler de réconciliation et de développement. Le reportage de Mamadou Kwasi. Hier, la politique et le leadership les avaient divisés. Aujourd'hui, le développement les unit.
Les fils et filles de Koria, village situé dans la sous-préfecture de Kounfao, chantent désormais à l'unisson. Pour réussir ce pari, ils confient leur initiative au Tout-Puissant, à travers une messe d'action de grâce. Occasion pour le père célébrant, l'abbé Constant Atta, d'inviter les enfants de Koria à s'unir dans leur diversité politique et sociale pour le développement de leur village. Le guide religieux a également demandé à ses frères de ne pas laisser germer la graine de la division. Message bien reçu par les cadres. Ils prennent l'initiative de réduire le taux de pauvreté dans leur village en améliorant les conditions de vie de leurs parents. Pour joindre l'acte à la parole, une collecte de fonds a été levée pour la rénovation de la première école primaire du village, une école construite en 1952. C'est une tradition depuis quelques années, ce test de la Société ivoirienne de raffinage CIR. Les pompiers de la CIR et du groupement des sapeurs-pompiers militaires ont consolidé leur capacité d'intervention au cours d'un exercice de simulation incendie destiné à éviter toute improvisation et surtout être prêt en cas d'incendie réel. Les explications d'Uréa Béblé. Le système de sécurité incendie de la Société ivoirienne de raffinage est en place et fonctionne bien. La simulation incendie de ce mardi a permis de le vérifier une fois de plus. Il s'agissait de gérer deux sinistres. Un sinistre à la CIR où nous avions un feu à la cuvette d'un bac de pétrole brut avec deux victimes, deux blessés et un déversement de produits pétroliers sur l'appontement Petrosi. L'exercice s'est déroulé sur 2 heures de temps. À cette occasion, la CIR a fait don de 2 générateurs de mousse et 200 litres d'émulseur à l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer, institution qui forme également ses agents de sécurité incendie. Pour éviter tout incendie et les graves dégâts qu'il pourrait entraîner, la CIR, où le feu et les produits pétroliers se côtoient au quotidien, fait le choix de la rigueur et de la vigilance. Une fois par an, en relation avec le groupement des sapeurs-pompiers militaires, avec la gendarmerie, avec la police, avec le SAMU, nous déclenchons le POI qui est un exercice donc annuel de très grande envergure. La CIR est prête, elle est équipée en conséquence et c'est même la raffinerie la plus équipée dans la sous-région, capable donc d'intervenir pour n'importe quel feu qui se produirait ici. Pas d'improvisation en cas d'incendie, mais des actions coordonnées et efficaces des différents acteurs. Cet engagement des responsables de la CIR semble bien fonctionner. Les différents exercices de simulation le démontrent. Les coopératives agricoles fonctionnent de plus en plus comme des véritables entreprises coopératives et c'est le cas dans la région de Soubré de l'entreprise coopérative agricole de Soubré qui vient d'obtenir les félicitations de la délégation régionale de l'ANAWA du conseil Café Cacao. Le commentaire de Jeanne Atoubé. C'est avec beaucoup de fierté et de satisfaction que Yaoundri Pascal et Kofi Krasimon, respectivement président du conseil d'administration et directeur général, ont présenté le bilan de la coopérative Ekazo. Bilan satisfaisant, disent-ils, au regard des 11 millions de francs CFA de bénéfices réalisés à la fin de la campagne 2012-2013. L'entreprise coopérative agricole de Soubré a commercialisé en effet environ 2000 tonnes de fèves de cacao produites par les 1235 coopérateurs que compte l'entreprise. Le préfet de Soubré, Ali Kouadio, a félicité les membres de Ekazo pour le respect des bonnes pratiques agricoles, malgré les nombreuses difficultés rencontrées ici et là dans le contexte de la réforme de la filière café-cacao. Pour autant, les producteurs, dans leur ensemble, ont pu obtenir plus de 128 millions de francs CFA comme prime à la certification. Autre point à l'honneur de Ekazo, l'achèvement en cours d'un immeuble de 3 niveaux comprenant 12 bureaux, la réhabilitation de 2 écoles primaires et la construction d'une autre dans un des villages à section de l'entreprise coopérative Ekazo. Pour la prochaine campagne, les producteurs membres de cette entreprise coopérative envisagent d'atteindre l'objectif de 3500 tonnes de fèves de cacao. Le président de la Chambre des métiers de Côte d'Ivoire émet des préoccupations et fait des propositions pour la promotion et la valorisation de l'art en Côte d'Ivoire. Il souhaite l'adoption d'un code de l'artisanat. Le reportage de Kwadjo Kwame. Pour la promotion de l'artisanat en Côte d'Ivoire, Bamba Kassoum, président de la Chambre nationale des métiers de Côte d'Ivoire, préconise l'organisation des acteurs de la filière en groupement d'intérêt économique afin de tirer profit de leur art.
La Côte d'Ivoire regorge d'excellents artisans comme ceux de Faka, spécialisés dans la peinture sur toile faite de plantes et d'argile sans produits chimiques. Pour la valorisation de l'art, le président de cette chambre consulaire souhaite l'adoption d'un code de l'artisanat pour un secteur qui emploie, selon lui, 60% de la population active et 12% du produit intérieur brut. Nous avons en tout cas un problème juridique que la communauté internationale nous demande. La Chambre est créée par décret, mais les bases juridiques ne sont pas encore complètes. Alors donc l'État, la présidente vient de me remettre la copie de la loi du code de l'artisanat. Alors donc nous demandons au chef de l'État, en tout cas à partir de Korogo, qu'il puisse rendre fonctionnel ce projet de loi et en prenant une ordonnance. Cela aidera la Chambre pour pouvoir installer les artisans partout en Côte d'Ivoire, mais par excellence au nord de la Côte d'Ivoire, notamment Korogo. Dans le cadre de l'ADDR, l'artisanat a un rôle à jouer en intégrant les démobilisés dans le tissu économique et social du pays. De brèves pour mettre fin à cette édition, les éléphants en cadet et leurs encadreurs ont reçu chacun la prime spéciale du président de la République Alassane Ouattara d'un montant de 5 millions de francs CFA, une promesse faite le 8 mai dernier par le chef de l'État lors de la réception des vainqueurs de la CAN cadet. Et puis à l'étranger, la présidentielle est prévue pour le 28 juillet au Mali. Le Conseil des ministres a adopté un projet de loi convoquant le collège électoral pour le 28 juillet 2013. Pour l'élection présidentielle. Le ministre français des Affaires étrangères, Laurent Fabius, se veut optimiste malgré quelques incertitudes et s'est entretenu avec les responsables de l'organisation du scrutin. C'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Prenez toujours soin de vous. Ne baissez jamais les bras. Demain sera meilleur.